Bonsoir. Imaginez un instant que vous croisiez au détour d'une forêt tropicale un serpent géant de 13 mètres de long. Qu'à l'occasion d'une plongée dans l'océan, vous vous retrouviez face à la mâchoire d'un requin plus gros qu'un autobus. Ne soyez pas inquiets car heureusement ces colosses n'existent plus. Cependant, ils ont bel et bien un jour peuplé notre planète. Ce soir, Science Grand Format vous emmène à la rencontre des plus gros animaux ayant vécu sur Terre après la disparition des dinosaures. Ils s'appellent Titanoboa, Baluchithère, Mégalodon ou Mégatherium comme ce paresseux aussi gros qu'un éléphant et que l'on trouvait il y a 20 millions d'années en Amérique. Des scientifiques du monde entier se passionnent pour ces animaux aux mensurations défiant l'imagination. Ils vont nous accompagner dans les milieux où ont évolué ces bêtes gigantesques et se confronter virtuellement à elles pour imaginer comment elles ont dominé leur environnement pendant des millions d'années. Avec à la clé de nombreuses questions. Comment ces animaux ont-ils pu atteindre des tailles aussi importantes? Quel était leur mode de vie? Et pourquoi un jour ont-ils disparu de la surface du globe? Le mystère des géants disparus, c'est un film d'Éric Héléna et Paul-Aurélien Combre, à suivre également sur notre site France.tv. Bonne soirée et vive la science en très grand format. Il y a 66 millions d'années, le règne des dinosaures se termine. La plupart des espèces animales disparaissent. Pour les animaux qui ont échappé à cette grande extinction, la planète devient un territoire à conquérir. En peu de temps, de nouveaux géants vont apparaître et occuper les places laissées vacantes dans les différents écosystèmes. C'est pas des dinosaures, et pourtant ils sont aussi gros que des dinosaures. C'était des animaux qui pouvaient faire plusieurs tonnes, comme le cas de Mégatherium, la taille d'un éléphant d'Afrique. Mais comment aurions-nous pu partager les océans avec le mégalodon? Il ne nous aurait laissé aucune chance. Les rhinocéros géants, c'est des animaux qui faisaient plus de 5 mètres au garrot, 2 mètres de plus de cou, 1 mètre et plus de tête. Donc ils arrivaient à plus de 8 mètres de haut. 8 mètres de haut, c'est 3 étages. Les paléontologues tentent d'en savoir plus sur ces animaux géants grâce aux rares indices qui ont traversé le temps. Ils parcourent le monde à la recherche de leurs restes. Ils font appel aux dernières technologies ou encore s'inspirent des animaux actuels pour se représenter ces géants disparus de manière toujours plus précise. Là où vous voyez des os, nous, en tant que paléontologues, on voit des animaux bien vivants. Comment ils marchent, comment ils essaient de survivre. Chaque fossile nous raconte une histoire. Fort de cette connaissance de ces mondes anciens, nous allons prolonger l'expérience, projeter les scientifiques dans le passé et leur proposer une rencontre virtuelle avec les animaux qu'ils étudient. C'est un peu terrifiant de se projeter à une époque où l'homme n'aurait pas été l'espèce dominante. De nombreux mystères entourent encore ces colosses. Comment des animaux ont-ils pu devenir aussi gros? Être un géant est-il toujours un avantage? Et surtout la question à laquelle tous les scientifiques aimeraient savoir répondre, pourquoi ont-ils disparu? Imaginez le plus grand prédateur de tous les temps, qui domine les océans pendant plus de 16 millions d'années. Et tout à coup, il disparaît. Aujourd'hui encore, sur notre planète, certains animaux nous fascinent par leur taille impressionnante. Ils semblent avoir repoussé les limites du gigantisme. Pourtant, il y a eu par le passé des animaux comparables, encore plus grands même, comme le Titanoboa. Alex Hastings est paléontologue et passionné de reptiles. Au cours de ses recherches, il a croisé la route du plus grand serpent de tous les temps. Le Titanoboa me fascine. Je veux découvrir tout ce qu'il est possible de savoir sur lui. Pour comprendre comment un serpent a pu atteindre une taille gigantesque, Alex rend visite à son ami et mentor, le paléontologue Jonathan Block. Ensemble, ils ont participé à une campagne de fouilles dans la plus grande mine de charbon à ciel ouvert au monde, en Colombie. L'extraction du charbon jusqu'à 180 mètres de profondeur est une chance unique pour les paléontologues d'accéder à un monde perdu, vieux de 60 millions d'années. Ils y ont découvert des centaines de fossiles de poissons et de tortues qui vivaient dans une forêt luxuriante, traversée de rivières. Parmi les ossements rapportés au laboratoire, il y avait cette vertèbre de serpent, d'abord identifiée comme étant celle d'un crocodile. Comment peut-on donc prendre un os de serpent pour celui d'un crocodile? Eh bien c'est possible, si la taille de cet os dépasse largement celle que vous imaginiez pour un os de serpent.
Nous avons fouillé dans nos collections en quête du plus grand squelette d'anaconda, un spécimen qui atteignait les 5,20 m. Nous avons cherché l'os le plus grand de ce serpent, et le voici. C'est la différence entre les deux qui nous a fait bondir. Donc, si ceci appartenait à un anaconda de 5,20 m, quelle taille pouvait faire celui-là? Les paléontologues finissent par estimer la taille du serpent entre 12 et 13 mètres pour un poids supérieur à 1 tonne. Le Titanoboa aurait donc été 5 fois plus lourd que l'anaconda, le plus gros serpent actuel. Quelques millions d'années après la fin du règne des dinosaures, il s'est imposé comme le plus gros prédateur sur Terre. Sait-on aujourd'hui pourquoi le Titanoboa est devenu si grand? Nous étudions actuellement les tissus biologiques et la structure interne des os. À partir d'un scan, nous analysons l'os millimètre par millimètre pour comprendre son rythme de croissance. Ça va nous permettre d'établir combien d'années vivait un Titanoboa et à quelle vitesse il grandissait. Jonathan Block a découvert que le Titanoboa grandissait plus vite que les serpents actuels et qu'il vivait 2 fois plus longtemps qu'eux. C'est de cette manière qu'il atteignait sa taille colossale. La taille géante du Titanoboa s'explique par une température beaucoup plus chaude. À l'époque, les pôles n'étaient pas couverts de glace. Les températures étaient de 4 à 5 degrés plus élevées sous les tropiques. Ce serait donc cette température élevée qui aurait permis aux reptiles de devenir aussi gros. Les paléontologues ont déterminé les conditions climatiques qui ont permis aux plus gros serpents de tous les temps de se développer. Fort de cette connaissance, nous allons revenir avec Alex Hastings à l'époque où le Titanoboa régnait sur Terre et lui faire vivre une rencontre virtuelle avec le reptile. Il y a 60 millions d'années, l'actuelle Colombie est recouverte d'une jungle luxuriante. De nouvelles espèces sont apparues après la grande extinction. À la faveur d'un climat chaud et humide, la biodiversité s'est renouvelée. La vie est à nouveau foisonnante. C'est vraiment génial. C'est une mue de serpent géante. Elle ne peut venir que d'un Titanoboa. Regardez-moi ça. Vu sa taille, il s'agit d'un animal qui doit faire dans les 12 mètres et qui doit appartenir à une femelle. On dirait que les volatiles l'ont picoré un peu. Elle n'en reste pas moins extraordinaire. Et très récente en plus. Ce qui veut dire que l'animal est encore dans les parages. Je n'en crois pas mes yeux. C'est incroyable. C'est donc un Titanoboa. Il se dirige vers la rivière. Ce n'est pas trop surprenant jusque-là. Il est splendide. Le Titanoboa n'était pas le seul géant de l'époque. Il vivait au milieu d'une biomasse exceptionnelle. Il côtoyait des poissons de 2,50 m, des tortues de 3 mètres et des crocodiles de plus de 8 mètres. Ces crocodiles géants pourraient-ils avoir été des concurrents du Titanoboa, voire s'attaquer à lui?
Celui-ci a un museau long et étroit, avec de longues dents pointues. Son régime se composait principalement de poissons, alors que celui-là a un museau court et arrondi. Si on le compare au crâne d'un alligator d'aujourd'hui, ses yeux sont ici, et ces ouvertures à l'arrière du crâne marquent l'endroit sur lequel viennent se fixer les muscles qui ferment la mâchoire. On sait que les alligators ont une morsure parmi les plus puissantes du règne animal. Les ouvertures musculaires sont encore plus grosses sur ce crâne-là. L'espace sur lequel on peut fixer les muscles est encore plus important. Donc ce crocodile avait une morsure encore plus puissante que celle des alligators modernes, plus dévastatrice que tous les animaux actuels. Les scientifiques pensent que les crocodiles utilisaient cette force pour s'attaquer à des proies aussi coriaces que des tortues. Ils en ont même les premières preuves. Quelle taille! Regarde, il a assemblé les morceaux. Là, on voit un certain nombre de trous dans toute la carapace. Ce que nous avons remarqué, c'est que ces trous ont à peu près la même dimension que la dent du crocodile à museau arrondi, celui que nous appelons le croqueur de tortue. Le croqueur de tortue, en effet. Comme ils correspondent assez bien, nous pensons qu'ils sont une preuve qu'il a attaqué cette tortue. Si le crocodile pouvait convoiter certaines proies du titanoboa, il ne devait pas représenter une menace directe pour le serpent géant. Le serpent s'enroule autour de son corps, ce qui est une bonne stratégie pour neutraliser une proie sous l'eau, comme ici. Il peut exercer 100 fois la pression d'un anaconda. C'est comme avoir le poids du pont de Brooklyn au-dessus de vous. On dirait que le crocodile s'est dégagé. Ça vaut mieux pour lui. Mais la tortue n'est pas tirée d'affaire. Je ne l'ai pas vue remonter à la surface. Donc j'imagine qu'elle est au menu du serpent. Heureusement qu'il n'y avait pas encore d'humains. On ne s'en serait pas bien sorti avec cette chaleur. C'est vraiment oppressant. Et vivre côte à côte avec ces reptiles géants, ces crocodiles et ces serpents encore plus gros, les hommes n'auraient pas fait de vieux os par ici. Le titanoboa était le super prédateur à son époque. Les crocodiles, les tortues, aucun de ces animaux ne l'aurait vraiment inquiété. Donc comment un animal aussi fort et invincible en est arrivé à disparaître? Pourquoi n'avons-nous pas de tels serpents aujourd'hui? Le titanoboa s'est éteint bien avant l'apparition de l'homme. Alors, pour évaluer ses forces et ses faiblesses, les scientifiques doivent se tourner vers le serpent qui lui ressemble le plus aujourd'hui, l'anaconda. Pour l'observer, il faut aller en Amérique du Sud, dans la région des Llanos. C'est dans cet immense marécage, à cheval entre la Colombie et le Venezuela, que Jesus Rivas étudie les anacondas depuis plus de 10 ans. En période de reproduction, les serpents restent dans les flaques, cachés sous la végétation. Pour les dénicher, Jesus n'hésite pas à parcourir la zone pieds nus. Il se repère grâce aux oiseaux qui indiquent la présence d'eau. Si les mâles atteignent des tailles tout à fait respectables, les plus grands individus sont toujours des femelles. Là, elle essaye de protéger sa tête avec cette partie de son corps. Elle est dangereuse. Elle peut me ceinturer avec le haut. Plus les femelles sont grosses et plus elles ont de petits. Et comme la plupart de ces bébés sont dévorés avant d'atteindre l'âge adulte, la taille de la portée est un avantage, la meilleure garantie d'assurer la pérennité de l'espèce. Je vais m'appuyer doucement. Attention à sa queue. Toutes ces heures à chercher un serpent, ne pas en trouver, être frustré, cramé par le soleil, et voilà qu'on tombe sur cette beauté.
Elle est grande, elle doit faire dans les 4 mètres selon moi. Elle m'en veut, ça en a tout l'air. Je sais, je suis un sale type. D'accord. Les femelles anacondas sont les serpents les plus impressionnants de notre planète. Mais pour atteindre une telle taille, il leur faut des conditions favorables. Les serpents n'ont pas la capacité de réguler la température de leur organisme. Ils dépendent donc de la température extérieure pour se chauffer, se déplacer ou attraper leur proie. Les plus gros serpents se trouvent toujours dans les régions où la température est élevée et constante. De plus, les anacondas sont de bons nageurs, très à l'aise dans l'eau, qui porte leur corps massif et les conduit jusqu'à leur proie. Leur mode de vie aquatique permet aux anacondas d'atteindre une plus grande taille. J'ai le sentiment que dans les coins d'Amazonie où les rivières sont plus profondes, les anacondas vont atteindre une taille supérieure à celle des spécimens qu'on a trouvés à ce jour. Cette taille a un autre avantage. Elle leur permet de chasser de plus grosses proies, des oiseaux, des petits caïmans, mais aussi des rongeurs géants, les capybaras, que les anacondas avalent d'un seul morceau. Les mandibules droite et gauche ne sont pas liées, ce qui permet au serpent d'ouvrir sa bouche bien plus grand que si elles étaient reliées à ce niveau par un os. Donc, cette mandibule et celle-là sont indépendantes. L'animal peut ouvrir sa bouche en grand pour avaler une grosse proie. Avaler de grosses proies permet aux anacondas de se nourrir moins souvent. Repus, ils peuvent ensuite jeûner plusieurs mois. Il est donc rare de pouvoir observer un anaconda chassé dans la nature. Heureusement, Jonathan et Alex connaissent un endroit où les repas sont à heure fixe, le zoo de Jacksonville. Voici notre anaconda femelle. Elle pèse 70 kg pour près de 5 mètres. Et vous remarquerez qu'elle se tient juste au bord. Dans la nature, elle se mettrait en embuscade, attendant qu'une proie vienne boire et s'approche du rivage. Et là, elle l'attrape d'un coup. Et quelle est sa vitesse d'attaque? Elle est très rapide. Elle se fait passer pour une branche morte dans l'eau. Les anacondas sont dépourvus de venin, comme l'étaient les titanoboas. Pour tuer leur proie, ils ne peuvent compter que sur leur force et leur puissance. Elle coupe l'alimentation du cœur en sang et en plus de la constriction, tire l'animal dans l'eau pour le noyer. Elle utilise donc ces deux techniques et elle réussit pratiquement à tous les coups. Lorsqu'elle attrape une proie, c'est généralement la mort qui s'ensuit. Comme les serpents grossissent tout au long de leur vie, les individus les plus grands sont aussi les plus vieux. Avec l'âge, ils peuvent s'affaiblir et développer certaines maladies. Cet anaconda est en pleine santé. S'il vivait à l'état sauvage, à quel type de complications serait-il exposé? Ces animaux vivent en général dans une eau trouble. Ce n'est pas vraiment un milieu pur et aseptisé. Donc, ils vont être confrontés à des infections, des parasites internes et externes, des tiques et différents types d'amibes. En vieillissant, leur système immunitaire a du mal à suivre. Donc, ils peuvent très bien mourir d'une maladie contagieuse comme nous. De minuscules organismes tels que des virus ou des bactéries pouvaient donc être des menaces très sérieuses, y compris pour les énormes titanoboas. Après tout ce qu'on a vu, qu'est-ce qui a pu arriver au titanoboa, ce prédateur énorme et terrifiant, pour qu'il finisse un jour par s'éteindre? Ça pourrait être lié à des modifications majeures du climat de la planète. Mais ça pourrait aussi venir d'une chose que nous n'avons pas encore identifiée. Une maladie, la disparition de son milieu, la spécialisation de son alimentation sur une proie en particulier qui aurait pu disparaître.
Les causes de la disparition du titanoboa restent encore mystérieuses. Pour l'instant, les scientifiques l'attribuent à un changement majeur de biotope, dû à un assèchement ou un détournement des rivières. Grâce à une croissance continue tout au long de leur vie, les reptiles peuvent devenir extrêmement grands. Mais comment font les mammifères pour devenir des géants, alors que leur croissance s'arrête au début de l'âge adulte? Ce fut pourtant le cas du plus grand mammifère de tous les temps, apparu en Asie 25 millions d'années après le titanoboa. Pour découvrir ce géant, il faut se rendre à Moscou, au musée de paléontologie Orlov, l'un des plus grands au monde. Outre son incroyable collection de dinosaures, le musée recèle une pièce unique que le paléontologue français Pierre-Olivier Antoine rêve de voir depuis longtemps. Une pièce que seuls 2 musées au monde possèdent. Un squelette complet de baluchithère. Les os fossilisés ont été retrouvés au Kazakhstan. Il a fallu plusieurs années pour les sortir de terre, enlever la roche qui les emprisonnait et les assembler pour former le squelette visible aujourd'hui. Bon, mais c'est un rhinocéros qui n'avait pas du tout de cornes, contrairement à tous les rhinocéros actuels. Il faut dire qu'avec une telle corpulence, de toute façon, il en imposait tellement que pas besoin de cornes pour assurer sa défense. Ce qu'on voit aussi, grâce à ce squelette complet, c'est un cou très très long et des membres très élancés. Et ça montre que malgré ses parentés très étroites avec les rhinocéros, il était vraiment beaucoup plus proche de la girafe en termes de préférence écologique. Le squelette du musée est celui d'un jeune individu de taille moyenne. Il est loin de la taille maximale que pouvaient atteindre certains baluchithères. Mais comment pouvait-il devenir aussi grand ? Ces animaux-là, ils acquièrent une taille gigantesque, probablement au fil des générations, avec le plus gros mâle qui peut se reproduire avec une grande femelle. La descendance qui en découle est plus grande en moyenne que le reste de la population. Elle a plus de chances de se reproduire, et ainsi de suite. Et au fil des millions d'années, on va se retrouver forcément avec une espèce beaucoup plus grande, ce qui explique ce gigantisme-là. Ces rhinocéros géants présentaient une particularité qui les distingue des autres mammifères. On pense que leur croissance au cours de la vie était beaucoup plus longue, voire continue, permanente. Sur ce tibia, on voit ici très bien une ligne le long de laquelle l'os va se générer au fur et à mesure. C'est là que vont s'accumuler les cartilages. Tant qu'il y a du cartilage, l'os grandit. Une fois qu'il n'y a plus de cartilage, l'os arrête de grandir, on devient adulte. Et là, c'est un adulte, il a encore des traces de cartilage. Donc on a bien la preuve qu'il continuait à grandir alors qu'il était déjà adulte. Ça, c'est ce qu'on voit chez les éléphants encore aujourd'hui. Et ce n'est pas un hasard si les éléphants sont les plus gros des mammifères actuels sur Terre. Ainsi, à la différence de la plupart des mammifères, le baluchithère n'avait pas de mécanisme biologique pour stopper sa croissance à l'entrée dans l'âge adulte. Pierre-Olivier compare le squelette du musée aux os fossilisés qu'il a trouvés dans les années 90 au Pakistan, dans la province du Balouchistan. Cette province a d'ailleurs donné son nom à l'animal. En fait, on était les premiers à pouvoir y retourner depuis 1910. Donc c'est vraiment une chance incroyable que j'ai pu avoir. Et de me retrouver avec des restes de baluchithère à étudier par dizaines, par centaines même, au fil des années. Et d'avoir cette espèce de trésor sous la main à étudier. Ces découvertes inestimables ont été confiées à la tribu qui accueillait les paléontologues. Mais entré en conflit avec le gouvernement, le village a été bombardé et les précieux fossiles de baluchithère détruits. Ça a été un vrai crève-cœur. En premier lieu parce qu'on a beaucoup d'amis qui sont morts. Et effectivement, j'ai eu un autre gros pincement au cœur qui est de savoir que ces os ont été pulvérisés en même temps qu'une partie de mes rêves. À côté des restes de baluchithère, les scientifiques ont découvert des troncs d'arbres fossilisés de grande taille et des fossiles de 10 espèces de primates, tous arboricoles.
Ils attestent que la zone était couverte d'une jungle épaisse à l'époque où vivaient ces baluchithères. Remontons le temps de 30 millions d'années dans le sud de l'actuel Pakistan. Les baluchithères sont de plus en plus nombreux. Ils peuplent une vaste région qui va de la Turquie à l'ouest, au Kazakhstan au nord et à la Chine à l'est. Pierre-Olivier est projeté dans le monde aujourd'hui disparu des baluchithères. Ces connaissances, accumulées au fil des années sur les sites de fouilles et dans les musées, vont venir éclairer une rencontre virtuelle avec l'animal. Deux, 3, 4, 5, 6. À large comme ça, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de choix. Hein. C'est sûr que c'est un rhino géant, ça. C'est un baluchithère. Hein. Allons voir. Ah bah ouais, voilà, ça y est. C'est bon. Une empreinte, 2 empreintes, 3 empreintes. Là aussi. Bon bah là c'est sûr. Hein. 3 doigts. C'est donc bien un rhino. Après, vu la taille, ça fait une machette. C'est un rhino géant, ça c'est un baluchithère. Ça y a vraiment pas de problème. Ça c'est un adulte. Main gauche. Main droite. Ça c'est moitié plus petit. Moitié plus petit. Un juvénile ça. C'est un jeune. Les deux partent vers là. Ils sont sortis de la forêt là. On y va. C'est vraiment impressionnant. C'est encore plus gros que ce que je pensais. Ouais. C'est sûr, 15-16 tonnes. C'est vraiment gros. Et ouais, forcément, il y a les adultes. Le petit est juste à côté. Il est tranquille. Il fait déjà 2 ou 3 tonnes. Il est aussi gros qu'un rhinocéros africain actuel. Ben, heureusement qu'ils m'ont pas trop chargé parce que là, je risquais de me faire piétiner. Avec 5 tonnes par pied ou par main, forcément, ça aurait fait du dégât. Après, on peut les comprendre. Ils ont comme petit, un petit par portée, ça prend des années à élever, peut-être 15 ans. Et du coup, ils y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. Là. C'est normal. J'aurais fait pareil hein, à leur place. En train d'allaiter le petit. Pourtant, il est vraiment gros là. Ça veut dire qu'il est sevré très tard. Le père et la mère sont en train de manger des feuilles. Ils mangent au même arbre. Pas être vraiment sélectif. Ils prennent ce qui est le plus nutritif. De toute façon, pour nourrir un animal hors norme comme ça, il va falloir 800 kilos, peut-être 1 tonne de feuilles par jour. Donc on voit qu'ils sélectionnent que les feuilles et les fruits. Elle est quand même pas loin de le sevrer, le petit, là. On va lui faire tomber une feuille pour qu'il la mange. Elle va bientôt
le mettre à la porte. Ah ouais, difficile à rater ça. Bon. C'est vraiment à l'échelle de leur producteur. Pratiquement rien de dégradé. Pratiquement rien de dégradé. Ils ont un rendement très très mauvais. C'est vraiment pas rentable comme digestion. C'est des animaux qui avaient mangé tout le temps. Et forcément, avec leur corpulence et leurs besoins, de faire reculer une forêt très très vite. Le balouchiter avait donc d'énormes besoins alimentaires. Se nourrir était pour lui une préoccupation essentielle. Ainsi, être un animal géant confère certains avantages, mais aussi des inconvénients. Pour mieux cerner ces avantages et problèmes, Pierre-Olivier se rend dans une réserve d'Afrique du Sud en compagnie de la biologiste Audrey Delsink. Il part à la recherche d'animaux actuels comparables aux balouchiters, les rhinocéros, les éléphants, mais aussi les girafes. De mon point de vue de paléontologue, je suis très intéressé par les girafes et par le fait aussi d'observer comment elles se nourrissent. Parce que les rhinocéros géants que j'étudie sont comme des rhinocéros actuels, mais avec un cou allongé, comme celui d'une girafe. Et donc, on suppose qu'ils avaient les mêmes habitudes alimentaires qu'un rhinocéros, mais plutôt avec la stratégie d'une girafe. Les girafes sont les seules à pouvoir atteindre les sommets des arbres. Leur taille leur confère donc un avantage compétitif. C'est fascinant d'observer la façon dont les girafes se nourrissent. Évidemment, ce sont des animaux vraiment grands. Leur cou leur permet d'atteindre les feuilles à une hauteur impressionnante. Mais ce n'est pas tout. En plus de pouvoir atteindre ces branches très hautes, elles disposent d'une langue remarquable de près de 30 cm de long. Elle leur permet d'attraper habilement les plus belles feuilles de ces acacias, par exemple. Le balouchiter devait tirer les mêmes avantages de sa taille. Mais s'il utilisait la même stratégie que la girafe, il était bien plus proche biologiquement du rhinocéros actuel. Et cela devait lui poser un problème. À la différence de la girafe, les rhinocéros et les éléphants ne sont pas des ruminants. Ils n'assimilent que 40% de ce qu'ils ingurgitent. Pour survivre, ces animaux doivent se nourrir quasiment en permanence. Mais en contrepartie, leur physique imposant offre un avantage considérable pour la survie de l'espèce. Un rhinocéros actuel a beau être 8 fois moins lourd qu'un balouchiter, à l'âge adulte, il n'a pas de prédateurs dans la savane africaine. Les lions, bien plus petits encore, ne font guère le poids. Les rhinos blancs n'ont pas une très bonne vue. Leur vision porte jusqu'à 30 ou 35 mètres, donc elle n'est pas très bonne. Mais leur ouïe et leur odorat sont très développés. Alors là, ils sont en train de brouter là? Oui, ils sont en train de brouter, ça se passe le plus souvent le matin et en fin d'après-midi. Au plus chaud de la journée, ils vont rejoindre une petite mare. Et là, ils vont s'offrir un petit bain de boue et faire une petite sieste. Le balouchiter partageait certainement avec les rhinocéros et les éléphants cet autre problème. Il avait besoin de beaucoup d'eau pour s'hydrater, mais aussi pour éviter la surchauffe de son organisme. Plus un animal est gros, plus il lui est difficile d'évacuer la chaleur. Avec leur peau épaisse, les rhinocéros et les éléphants sont obligés de se baigner régulièrement pour se rafraîchir. Le balouchiter devait certainement faire de même.
Grâce à leur taille, les baluchithères ont dominé l'Asie pendant près de 15 millions d'années. Même les crocodiles, les plus gros prédateurs de l'époque, ne pouvaient attaquer les adultes. Mais à l'instar du titanoboa, eux aussi ont fini par s'éteindre. Pour comprendre comment les baluchithères ont pu disparaître de la surface du globe, Pierre-Olivier se rend dans le Caucase, en Géorgie. On a retrouvé ici les restes des derniers baluchithères qui ont peuplé l'ouest de l'Eurasie. Avec les paléontologues Laurent Marivaux, Maya Buxianidze et son équipe, ils vont fouiller ces collines à la recherche d'indices qui pourraient expliquer cette extinction. Des restes de baluchithères ont déjà été retrouvés ici, dans des couches géologiques datant de 25 millions d'années. Cette ère correspond à une période de grands changements géologiques et climatiques. Bon, on ne va pas chercher sur tout le flanc de montagne parce qu'il y a beaucoup d'herbes. Donc on va se focaliser sur les zones qui sont un peu plus abruptes, avec du sable, parce que c'est du sable d'anciennes rivières. Et du coup, c'est là qu'on va se concentrer les fossiles, en tout cas. C'est ce qu'on espère. Ouais, là, je pense qu'on a trouvé quelque chose d'intéressant. Ça, c'est un os, des fragments d'os. Et ces fragments, ils ont coulé à partir de la rigole pendant la dernière pluie. Donc le jeu maintenant consiste à remonter. On remonte, pour essayer de voir s'il y en a d'autres, pour remonter jusqu'à la source. Voilà, on a la rigole, ce qu'on appelle une ravine. Cette ravine est encore de l'os. On a encore de l'os là. Ouais, ben voilà. Ça, c'est super. Ça, c'est un gros os. Je sais pas encore ce que c'est, mais par contre, je sais de quoi c'est. Ça, c'est évident que c'est du baluchithère. Ça fait 26 millions d'années qu'il nous attend. Et voilà, c'est très très gros. Je sais pas encore ce que c'est. Peut-être un élément de vertèbre ou un os du squelette. Je sais pas exactement. Je vais dégager un peu plus pour en savoir plus. Ils sont très très attachants parce que finalement c'est des animaux qui sont quasiment de la taille des dinosaures, alors que c'est des mammifères. C'est le plus gros mammifère terrestre qui ait jamais vécu. Et puis c'est des animaux qui sont quand même très très vulnérables, qui sont éteints sans descendants. Puisque les rhinocéros, c'est leurs cousins, mais ça n'a presque rien à voir. Oh, it goes on. Les baluchithères se reproduisaient lentement. Ils avaient donc besoin d'être nombreux sur un territoire pour éviter la consanguinité. L'équipe espère donc trouver d'autres fossiles aux alentours. Maya sollicite l'avis de Pierre-Olivier sur une dent de baluchithère qui l'intrigue. Cette dent a été retrouvée ici même, sur cette zone fouillée depuis 50 ans. Pierre, je veux te montrer ceci. Cette dent a été trouvée ici. À l'évidence, c'est une dent inférieure de rhinocéros géant. Peux-tu m'en dire plus sur ces lignes qu'on voit à la base de la dent? Et c'est très intéressant car ces lignes sont un signe d'hypoplasie de l'émail. Et c'est aussi la preuve que l'animal a souffert d'un stress physiologique vraiment sérieux. L'arrêt de production d'émail observé sur cette dent de jeune baluchithère est un signe caractéristique de dénutrition. Cet animal, à un moment donné, s'est arrêté de grandir par manque d'eau ou de nourriture. Qui plus est, nous avons observé le même phénomène au Pakistan, à la même période. Donc, retrouver ce même problème sur la même espèce, au même moment, et à 3000 km de distance, veut dire qu'un événement majeur s'est produit. L'animal ou sa mère n'avait visiblement pas assez de nourriture à se mettre sous la dent.
Qu'est-ce qui a donc bien pu se passer dans cette grande région peuplée par les balouchitaires entre la Turquie et le Pakistan? Pierre-Olivier se tourne alors vers son collègue Laurent, qui cherche de tout petits mammifères dans les mêmes couches. Alors Laurent, t'as trouvé quelque chose? On va juger par toi-même, regarde. C'est décisif. Ces yeux de rongeurs, ouais. Excellent. Comment ça peut nous renseigner sur l'environnement, ces petits rongeurs? Oh bah tu sais, c'est très simple. Hein. Si tu es en savane, tu auras très peu de diversité. Et tu auras plutôt des espèces qui sont adaptées à une locomotion de type sauteur. Ça va peut-être confirmer l'hypothèse de la disparition, de l'extinction de tes grands mammifères. Hein. Oui, effectivement, parce que si c'est une steppe ou une savane, forcément, ça fait beaucoup moins de nourriture pour ces animaux qui devaient manger 800 kg, 900 kg peut-être de feuillage, et puis qui mangeaient que des feuilles. Ils ne mangeaient pas de l'herbe, ils ne broutaient pas au sol. Parce que de toute façon, leur cou n'était pas assez long pour qu'ils puissent atteindre le sol. Et qui dit raréfaction des arbres, dit raréfaction des balouchitaires. Il y a 26 millions d'années, la population de balouchitaires a atteint son apogée. Les rhinocéros géants peuplaient une immense zone allant de la Roumanie en Europe jusqu'à la Chine en Extrême-Orient. On a retrouvé leurs restes sur de nombreux sites de fouilles entre ces deux pays. Mais quand le climat s'est progressivement asséché et que de nouvelles chaînes de montagnes sont apparues, les balouchitaires se sont retrouvés pris au piège. Comme ils dévoraient des forêts entières, ils ont accentué le phénomène et accéléré leurs pertes. Sans forêt, le climat a continué à s'assécher. L'Asie a perdu ses jungles nourricières et les savanes qui ont pris leur place sont devenues toujours plus arides. Ces animaux, ils étaient vraiment gigantesques avec des besoins énormes. Ce gigantisme les a rendus extrêmement vulnérables en cas de raréfaction de la ressource alimentaire. Et forcément, ils ne peuvent pas lutter contre la raréfaction ou la disparition des arbres. Au fil de leur existence, ces animaux ont dû s'adapter à un environnement de plus en plus ouvert, tirant vers la savane, vers la steppe, et donc avec moins d'arbres, moins de végétation, et pour un appétit toujours aussi grand. Et de fait, ils ont très vraisemblablement bougé en suivant la forêt, au fur et à mesure, en Asie, et jusqu'à ce que la forêt disparaisse partout. Et là, quand la forêt a disparu partout, même les derniers îlots de forêt ont disparu, les derniers balouchitaires ont disparu eux aussi. Être grand ne résout pas tous les problèmes. Les balouchitaires étaient trop dépendants d'un écosystème qui a fini par disparaître. Mais que se passe-t-il lorsqu'un géant évolue dans un milieu sans limite ni frontières comme l'océan, avec une ressource alimentaire qui semble inépuisable? Le paléontologue américain Stephen Godfrey se passionne depuis près de 30 ans pour le plus grand requin qui ait jamais peuplé les océans, le mégalodon. Ce squale géant reste mystérieux à bien des égards. On estime qu'il pouvait dépasser les 15 mètres et peser plus de 50 tonnes. Un requin a-t-il vraiment pu atteindre une telle taille? La passion de Stephen Godfrey pour ce monstre mystérieux a commencé par la découverte d'une dent sur cette même plage, il y a quelques années. Oh, génial! C'est une jolie petite dent. Une dent de mégalodon. C'est mon jour de chance. La dent est intacte. On sait que cette dent provient des couches de sédiments de cette falaise. Les sédiments se sont accumulés au fond de l'océan qui recouvrait cette zone il y a très longtemps. Cette dent de jeune mégalodon s'est détachée de sa mâchoire et est tombée au fond de l'océan. Plus tard, avec l'érosion de la falaise, les sédiments sont tombés et la dent est réapparue sur la plage. L'endroit où je l'ai trouvée correspond à des sédiments qui datent de 10 millions d'années. Des dents. Voilà le principal indice que Mégalodon a laissé derrière lui. Le reste de son squelette étant composé de cartilage, il a difficilement résisté au passage du temps. Ces dents et leur localisation
ont tout de même révélé quelques informations. Le mégalodon serait apparu il y a plus de 20 millions d'années et a peuplé toutes les mers de la planète. Un tel géant n'est pas apparu en un jour. Les paléontologues ont pu reconstituer toute la lignée de requins qui a abouti au mégalodon. Steven remarque qu'au fil du temps, ces requins ont acquis des dents de plus en plus grosses et de plus en plus perfectionnées, idéales pour s'attaquer à de grosses proies. Un mégalodon ne peut pas manger une baleine entière d'une seule bouchée. Il doit l'avaler par morceaux, taillés dans l'animal. La forme des dents et l'acquisition de ces petites stries auraient ainsi permis aux squales géants d'attraper et de découper des proies de plus en plus grosses. Ces dents sont efficaces grâce à leur forme triangulaire. Elles agissent comme une paire de ciseaux géants qui coupent sans effort. Lorsque la mâchoire se referme sur la proie, les chairs sont poussées depuis le haut plus large vers le bas plus étroit. Et ainsi, l'entaille devient de plus en plus profonde alors que la dent pénètre dans les chairs. Et il n'y a pas que les dents qui sont devenues plus imposantes. Les requins de la lignée du mégalodon ont atteint progressivement des tailles et des volumes colossaux. En copiant la mâchoire du grand requin blanc et en y installant les dents du mégalodon, les scientifiques estiment que leur taille allait au-delà des 15 mètres. Mais ce chiffre impressionnant est-il vraiment fiable? Depuis plusieurs années, la paléontologue colombienne Catalina Pimiento essaie de comprendre les forces et faiblesses de l'espèce. Ces 5 dernières années, je me suis rendue dans les différents musées de par le monde qui conservent des dents de mégalodon. Je me suis fait ouvrir les étagères pour voir ce qui se cache dans les collections. J'ai mesuré alors toutes les dents et à partir de ces mesures, je cherche à évaluer la taille des mégalodons. L'Institut royal des sciences naturelles de Belgique renferme les plus beaux restes de mégalodons au monde. Toutes les estimations pour le mégalodon se basent sur le rapport chez le grand requin blanc entre la taille de ses dents et celle de son corps. Mais il est difficile de savoir si le rapport entre la taille des dents et celle du corps est la même chez les deux espèces. La véritable taille du mégalodon est restée mystérieuse jusqu'à une découverte exceptionnelle. Lors de l'agrandissement du port d'Anvers, les ouvriers ont trouvé non seulement un grand nombre de dents de mégalodon, mais surtout une centaine de ces disques étranges, identifiés comme étant les vertèbres d'un requin mégalodon. Les vertèbres de requin sont très rares. On en retrouve très peu en général, y compris pour le mégalodon, malgré sa très grande taille. Alors, disposer de toutes les vertèbres d'un même individu est une chose exceptionnelle. Je n'en avais jamais vu. Je réalise désormais à quel point cet animal était grand. Celui-ci fait 11 mètres. Nous estimons que l'espèce pouvait atteindre les 18 mètres. C'est aussi long qu'un bus scolaire. Nous voulons recréer un modèle en 3 dimensions de cet individu pour bien comprendre sa robustesse, son agilité et l'ouverture maximale de sa bouche. Le mégalodon pouvait donc dépasser les 15 mètres et peser 50 fois le poids d'un grand requin blanc. Mais de quoi se nourrissait-il pour satisfaire un tel organisme? Le requin géant était-il un prédateur ou plutôt un charognard? Quelle taille pouvait atteindre ses proies? Steven a sollicité l'aide de Breton Kent, l'un des meilleurs spécialistes américains du mégalodon. Les marques de dents sur cette vertèbre de dauphin indiquent déjà que le mégalodon chassait des animaux plus petits que lui. Sa forme et sa taille nous indiquent que c'est un os près de la queue. Donc, pour que le mégalodon laisse de telles traces, il a forcément dû attraper le bout de la queue et la mordre à plusieurs reprises. Tu remarqueras qu'il n'y a pas qu'une seule entaille, mais... Il y en a 2. Donc j'imagine qu'il a mordu une première fois, puis qu'il est revenu à la charge pour mordre une seconde fois.
Oui, selon moi, c'est évident qu'il s'agit d'une attaque et non du charognage. Une attaque. Si c'était du charognage, on verrait des traces montrant que les dents ont raclé l'os. Le mégalodon s'attaquait-il à des proies plus grosses qu'un dauphin? Steven présente à Breton la mâchoire inférieure d'une baleine à fanon. On peut voir de multiples morsures de mégalodon. Oui, en effet. J'ai l'impression que le mégalodon fait preuve d'acharnement sur sa proie. Il n'arrête pas de la mordre. Oui. Ce morceau d'os nous indique que la mâchoire totale devait mesurer près d'1,20 m. Donc on a affaire à une petite baleine à fanon de 5 à 6 mètres de long maximum. C'est exactement le type de baleine qu'un mégalodon aurait attaqué, car elle est 2 fois plus petite que lui, donc pas trop difficile à tuer. Sur ces marques de dents, on peut voir de petites entailles parallèles qui correspondent exactement à l'écartement des crénelures. Et lorsque la dent a atteint l'os, les crénelures ont raclé la surface. Et ça correspond à l'écartement. Des crénelures avec les petites rainures parallèles qu'on voit ici. Donc il n'y a pas d'autre type de requin qui aurait pu causer un tel dégât? Non, aucun autre requin. Selon toi, on peut dire que c'est du charognage ou une attaque? C'est une belle morsure, mais elle n'est pas énorme. Donc on ne sait pas si elle aurait été mortelle. S'il ne peut prouver que le mégalodon s'est attaqué à cette baleine, Steven reste convaincu que le squale géant, avec sa puissante dentition, s'attaquait à des proies bien plus grosses que les dauphins. Steven rejoint le paléontologue belge Olivier Lambert, qui fouille le désert du Pisco depuis une dizaine d'années. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce désert était autrefois le fond de l'océan. Et du fait de sa très grande aridité, il livre aujourd'hui des fossiles vieux de 8 millions d'années, retrouvés dans un état de conservation exceptionnel. Parmi eux, un grand nombre de dents de mégalodons, mais aussi toute la faune marine qui partageait les mêmes eaux. Olivier, tu as trouvé quelque chose? Oui, regarde ce spécimen. Waouh, il est de belle taille, c'est quoi? Les restes d'une baleine à fanon de taille moyenne. Sa tête est posée sur le côté, et voilà sa colonne vertébrale qui se déploie dans cette direction. Est-ce qu'il y a beaucoup de baleines de ce type dans ce désert? C'est de loin l'espèce la plus répandue. On en trouve des centaines de spécimens ici. Cette baleine était de la bonne taille pour servir de repas à un mégalodon. Mais rien n'indique qu'elle soit morte des suites d'une attaque du requin géant. Avez-vous trouvé des baleines portant des morsures de mégalodon? Oui, nous avons trouvé des morceaux d'os qui portent ces morsures caractéristiques du mégalodon. Certaines baleines retrouvées dans ce désert portaient des marques de morsures cicatrisées. La régénération de l'os autour de l'entaille prouve qu'il y a eu des tentatives successives d'attaque de la part des mégalodons. Les squales géants chassaient des baleines bien vivantes. Le mégalodon était donc bien un super prédateur, capable de s'attaquer aux plus grosses proies marines. Mais une autre découverte faite dans ce même désert pourrait remettre en question sa place au sommet de la chaîne alimentaire. En 2008, l'équipe d'Olivier Lambert fait une découverte incroyable. Le crâne d'un cachalot géant, inconnu jusqu'alors. Seul spécimen de son espèce, il est appelé Léviathan. Le mégalodon aurait-il eu un rival aussi gros que lui? Olivier décide d'amener Steven au musée d'histoire naturelle de Lima pour lui montrer les restes de l'animal. Waouh! C'est fou, à peine croyable. Donc c'était un animal vraiment très grand. Et vous n'avez retrouvé que son crâne? Nous n'avons pas retrouvé de restes de sa colonne vertébrale malheureusement. Mais si on s'en réfère à la taille de son crâne, qui équivaut plus ou moins à celui d'un cachalot actuel, nous estimons que l'animal pouvait mesurer dans les 12 à 17 mètres. Donc c'est à peu près la même taille qu'un mégalodon adulte.
Et savez-vous s'ils vivaient à la même époque et dans les mêmes mers? Le site sur lequel nous avons trouvé ce spécimen était rempli de dents de requin et notamment de mégalodons. Elles étaient dans les mêmes couches et au même endroit, donc nous savons qu'ils ont partagé les mêmes mers. La forme des dents et de la mâchoire du Léviathan indique qu'il devait être lui aussi un redoutable prédateur. Comme tu le sais, je suis un grand fan de mégalodons. Je pensais que c'était le plus grand prédateur de tous les temps. Mais là, je vois cet animal et ça me fait réfléchir. Car je suis stupéfait par la taille de ses dents. Un cachalot actuel a déjà des dents assez grandes. Mais quand on les compare à celles du Léviathan, elles sont beaucoup plus petites. De plus, les cachalots actuels n'ont pas de dents à la mâchoire supérieure, alors que lui, oui. Et les mâchoires du Léviathan sont bien plus robustes que celles des cachalots. Il pouvait se nourrir d'animaux de grande taille. Il plantait ses dents dans sa proie pour l'attraper, ce qui n'est pas le cas du cachalot actuel qui n'utilise pas ses dents pour attraper ses proies. Le mégalodon et le Léviathan partageaient donc les mêmes océans. Mais les Léviathans étaient-ils aussi nombreux que les mégalodons? Étaient-ils en concurrence directe pour attraper les mêmes proies? L'un était-il plus puissant que l'autre? Pour comparer la puissance des deux mâchoires, il faut se rendre en Australie. Stephen Rowe dirige un laboratoire d'analyse révolutionnaire. En utilisant des technologies issues de l'ingénierie spatiale, il étudie la morsure des animaux actuels ou disparus. Avec son équipe, il scanne ou modélise les os, reconstitue les mâchoires et simule leur pouvoir de destruction. L'un ou l'autre de ces deux animaux est le plus grand prédateur qui n'ait jamais existé. C'est une certitude. En se servant du grand requin blanc comme modèle, Stephen a pu étudier la morsure du mégalodon. C'est tout simplement la plus puissante qui ait jamais existé sur notre planète. Le requin géant aurait pu déchiqueter les tôles d'une petite voiture. Le mégalodon était juste un énorme requin blanc. Il n'y avait rien dans l'océan auquel il n'aurait pu s'attaquer, et cela inclut les plus grosses des baleines. Le squelette du mégalodon est composé de cartilage, tout comme sa mâchoire qui est assez élastique et caoutchouteuse. Cette formidable élasticité est amplifiée lorsqu'il secoue la tête, en utilisant toute la force de son corps. En même temps, il doit faire preuve de discernement quant à l'endroit où il va mordre. Ses dents sont grandes, mais elles peuvent se rompre. Pour compenser l'usure et la casse de ses dents, le mégalodon avait la capacité d'en générer de nouvelles tout au long de sa vie. Le Léviathan avait, lui, une stratégie inverse. Le Léviathan, lui, a des dents plus épaisses, mais beaucoup moins nombreuses. Elles sont plus solides, le crâne est plus massif. Le Léviathan arrive, il mord profond dans les chairs et casse ses dents beaucoup moins souvent. Avec deux stratégies différentes, le mégalodon et le Léviathan se sont très certainement croisés dans les océans. S'ils ne s'attaquaient probablement pas l'un l'autre, ils devaient se disputer les mêmes proies. Aussi grands et puissants qu'ils aient pu être, le mégalodon comme le Léviathan ont disparu il y a environ 3 millions d'années. C'est incroyable. Nous avons le plus grand prédateur de tous les temps qui, après avoir dominé les océans pendant 16 millions d'années, disparaît tout à coup. Je pense que beaucoup de gens ont du mal à comprendre pourquoi un tel prédateur a pu un jour disparaître. Il avait tous les atouts nécessaires pour survivre. Pour tenter d'élucider le mystère de la disparition du mégalodon, Stephen s'intéresse depuis plusieurs années à son cousin actuel, le grand requin blanc. Le biologiste Chris Lowe et son équipe étudient les populations de jeunes requins blancs près du littoral de l'agglomération de Los Angeles.
L'équipe traque les moindres faits et gestes de plusieurs groupes de jeunes squales à l'aide de caméras sous-marines et d'engins submersibles. Et ils suivent leurs déplacements à l'aide de drones et de balises. Les squales sont les plus vulnérables dans les premiers mois qui suivent leur naissance. Les jeunes requins grandissent sans la protection ni l'aide de leurs parents. Ces étapes devaient être tout aussi cruciales chez le mégalodon. Avant d'atteindre une taille qui les mettait à l'abri de tout danger, les jeunes mégalodons devaient être relativement vulnérables. Les jeunes requins blancs se réfugient en eau peu profonde. Les adultes sont plus mobiles. Ils se déplacent vers la haute mer, bien plus qu'on ne l'imaginait. Donc, les requins blancs utilisent les zones côtières comme des nurseries, qui leur offrent protection et abondance en nourriture. Et quand ils grandissent, ils s'écartent des côtes comme les adultes. Chez les mégalodons, jeunes et adultes possèdent la même forme de dents. Dès la naissance, les nouveau-nés pouvaient donc s'attaquer à plus gros qu'eux. La nurserie en eau peu profonde a un second avantage: éviter de se faire dévorer par ses congénères. On voit tous ces jeunes requins blancs vivre près des côtes. Restent-ils là car ils sont vulnérables au cannibalisme et aux attaques des autres espèces de requins? C'est une zone de refuge pour eux, car le seul prédateur qui puisse manger un bébé requin blanc est sans conteste un requin blanc adulte. Quand ils atteignent les 2 mètres, ils s'aventurent plus au large, où ils rencontrent le plus de requins. Je pense qu'ils deviennent alors des proies moins vulnérables. Lorsqu'un jeune requin se prend dans un filet de pêcheurs, l'équipe de Chris en profite pour faire quelques prélèvements et l'équiper d'une balise. Cette balise va émettre un signal et ainsi permettre aux scientifiques de suivre les déplacements du jeune requin le long de la zone côtière. Ok, tu es prête? Un, 2, 3. Chris pense avoir identifié une autre raison qui expliquerait la présence de ces jeunes requins près des plages. Mais son équipe doit d'abord relever plusieurs récepteurs installés le long de la côte. Il semblerait que les jeunes requins blancs suivent les eaux chaudes. Ils cherchent l'endroit le plus chaud possible et dès que l'eau devient trop froide, ils quittent les lieux et cherchent un nouvel endroit. Quelle est la température limite? En dessous de? Environ 16 ou 17 degrés. Quand ça descend au-dessous de 16 degrés... C'est un indice, ils n'aiment pas quand l'eau est trop froide. À bien des égards, les jeunes requins préfèrent donc les zones côtières aux eaux plus chaudes et aux proies marines plus faciles à attraper. En grandissant, ils développent un réseau de veines qui récupèrent la chaleur produite par le cœur. Ainsi, ils pourront affronter les eaux plus froides de la haute mer et devenir les redoutables prédateurs que l'on connaît. Les mégalodons, qui ont connu leur apogée à une période où les mers étaient plus chaudes, avaient-ils cette capacité à conserver la chaleur de leur corps? Ont-ils souffert d'un brutal refroidissement des mers, intervenu il y a 3 millions d'années? À cette époque, le rapprochement des plaques américaines nord et sud et la fermeture progressive de l'isthme de Panama interrompt un courant marin chaud. Ce bouleversement géologique modifie en profondeur le climat de la planète. Les pôles se couvrent de glace, le niveau des mers baisse, des zones côtières disparaissent avec leurs précieuses nurseries. Enfin, certaines espèces marines, comme les baleines, migrent vers des eaux plus froides et plus poissonneuses. Les mégalodons auraient-ils eu du mal à suivre les proies nécessaires à leur subsistance dans les eaux froides? Le travail de collecte d'informations mené par Catalina Pimiento lui a permis de recenser les zones marines dans lesquelles le mégalodon a vécu aux différentes périodes. Les changements de température, le fait que les mers soient froides ou chaudes, n'a pas vraiment eu d'impact sur l'espèce. Ça semble logique car si on se réfère aux grands blancs,
et aux autres requins en général, ils peuvent vivre partout. La température de l'eau ne les gêne pas trop, notamment du fait de leur grande taille. Et un géant comme le mégalodon devait pouvoir contrôler la température de son corps jusqu'à un certain point. Nous savons que le grand blanc et les autres squales d'une manière plus générale sont capables de retenir la chaleur de leur corps dans leur estomac, leur cerveau et leurs yeux, qui sont les organes les plus importants. Donc si un changement de température des océans a pu handicaper le mégalodon, il n'est pas la cause directe de sa disparition. Catalina pense que le mégalodon a souffert de la baisse du niveau des mers, le privant d'accès aux habitats côtiers. À la même époque, il aurait aussi fait face à l'apparition de nouveaux prédateurs marins qui lui auraient disputé une partie de son alimentation, mettant ainsi sa survie en danger. Le moment où le mégalodon commence à se faire plus rare et disparaît des mers, cela coïncide avec le développement de nouvelles espèces concurrentes, comme le grand requin blanc et les orques. On observe aussi à la même période l'extinction d'autres espèces dont se nourrissait le mégalodon. Les requins sont des chasseurs solitaires tandis que les orques chassent en groupe, ce qui leur donne un avantage compétitif. Le mégalodon était plus gros certes, mais on ne sait pas si sa taille en fait était un avantage ou non. Il se peut que sa grande taille l'ait rendu moins agile. Certains de ces nouveaux prédateurs ont pu développer une appétence pour les jeunes mégalodons qui étaient plus vulnérables. Les bébés étaient peut-être le talon d'Achille des mégalodons. Nous n'en avons pas la certitude, mais ça pourrait bien être un des facteurs qui a contribué à la disparition de l'espèce. Ou il s'est agi d'une accumulation de différents facteurs qui se sont combinés et ont contribué à son extinction. Le fait est que le Léviathan et le mégalodon ont fini par s'éteindre. Cela est généralement considéré comme un échec, alors qu'en fait, toutes les espèces finissent un jour par disparaître. Ces deux animaux ont dominé les océans pendant des millions d'années. Le fait qu'une espèce existe est déjà une réussite. Certains animaux géants étaient encore en vie lorsque l'homme a commencé à peupler la planète. C'est le cas du Mégalania, lézard géant vivant en Australie il y a 50 000 ans. Ou celui des derniers mammouths, éteints il y a seulement 4 000 ans. Ces deux espèces ont croisé la route des humains, tout comme les paresseux géants qui peuplaient les Amériques. Ce qui m'intéresse de ces animaux, c'est de connaître leur origine au sein des mammifères, parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent. On sait qu'ils se sont éteints il y a 10 000 ans, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Alors que c'était des animaux qui avaient peuplé l'ensemble du continent et qui avaient même atteint l'Amérique du Nord jusqu'à l'Alaska. Le paléontologue François Pujos est passionné de paresseux géants. Il se rend au Muséum national d'histoire naturelle à Paris pour essayer de percer leur dernier mystère avec l'aide de son collègue Guillaume Billet. Le muséum dispose d'un superbe squelette de Megatherium, l'un des plus grands paresseux ayant jamais existé. Comment cette espèce de paresseux est-elle devenue aussi imposante? C'est vraiment énorme, à peu près 200 fois le poids d'un paresseux actuel au final. T'as une idée de quels sont les facteurs qui ont pu causer l'évolution de ce gigantisme? Il ne faut pas oublier que l'Amérique du Sud a été un continent-île pendant près de 60 millions d'années, sans contact avec les autres continents, que le climat était propice, la végétation luxuriante, les paresseux géants avaient très peu de prédateurs et c'est pour ça qu'ils sont devenus aussi gigantesques dans ces conditions ultra favorables. Au cours de leurs 20 millions d'années d'existence, les paresseux géants ont colonisé tous les environnements du continent. Les forêts, les plaines et même les milieux aquatiques de bord de mer. Tu sais pourquoi il a été représenté appuyé sur un arbre? Ça, je pense que c'est avant tout quelque chose d'assez pratique parce que les auteurs anciens ont longtemps hésité entre une posture locomotion bipède ou posture locomotion plutôt quadrupède. Alors après, pour essayer d'aller un peu plus loin que ça, pour connaître sa posture, ce serait vraiment très intéressant de scanner un crâne pour avoir accès à son oreille interne. Et ça nous informerait également sur leur vitesse de locomotion qu'on aimerait bien comparer à celle des paresseux actuels. À savoir s'ils étaient aussi lents que les paresseux actuels.
L'opération est réalisée grâce à la tomographie à rayons X. Cette nouvelle technologie permet de voir à l'intérieur des fossiles sans avoir à les ouvrir ou à les casser. La reconstitution de l'oreille interne des paresseux géants apporte une multitude d'informations. Ce que l'on observe ici, là particulièrement, ce sont ces trois organes qui ressemblent à des anneaux, qu'on appelle des canaux semi-circulaires. L'orientation de ces canaux dans le crâne nous indique que les paresseux géants se déplaçaient plus souvent à quatre pattes que sur deux pattes. Et deuxièmement, lorsque l'on analyse leur forme et leur taille, on voit que c'est beaucoup moins réduit que sur l'oreille interne d'un paresseux actuel, donc qui a des canaux semi-circulaires très petits. Et ce que l'on peut dire, c'est que chez les paresseux géants, ces organes, leur taille relative est très similaire à celle de nombreux autres mammifères. Et donc probablement leur mode de vie était beaucoup moins ralenti que celui des paresseux actuels. Le mégathérium était donc principalement quadrupède. Mais il reste de nombreux éléments à découvrir pour mieux comprendre l'animal et élucider le mystère de sa disparition. Vivait-il seul ou en groupe? De quoi se nourrissait-il? Pour remonter la piste du mégathérium, François se rend en Argentine, à 700 km au sud de Buenos Aires. Hola Teresa, ¿cómo estás? Bonjour Teresa, comment ça va? Bien, et toi? Vous avez commencé ce matin? Oui, en début de matinée. À chaque fois que nous venons, nous voyons des choses différentes. Mais il faut retirer tout le sable pour pouvoir étudier les traces. À chaque marée, la mer recouvre de sable ces roches d'une grande valeur archéologique. Il y a 12 000 ans, c'était un sol boueux. Plusieurs animaux l'ont traversé en laissant leurs traces. Au fil du temps, ce sol s'est minéralisé. Il nous offre aujourd'hui une fenêtre exceptionnelle sur ces temps anciens. L'équipe de Teresa Manera doit opérer rapidement avant que la prochaine marée ne vienne à nouveau recouvrir les précieuses traces. Aujourd'hui, les scientifiques ont découvert plusieurs séries d'empreintes qui s'étirent sur plusieurs mètres. C'est incroyable. La dernière balade du mégathérium. Ces traces ne semblent pas être l'œuvre d'un seul animal. Elles ont été visiblement laissées au même moment. Elles indiquent donc que le paresseux ne devait pas être solitaire. Là, c'est un pied gauche. On s'en rend compte avec l'ombre. En effet. Ceci est un autre pied gauche. Et on voit aussi que ce bourrelet va vers l'intérieur. Et donc cet animal a fait comme ça. Sa patte tordue a dû pousser le sédiment qui était toujours frais vers l'intérieur. Et l'autre aussi a appuyé sa patte avant. Ça indique que celui-ci était légèrement devant l'autre. Celui-là le suivait. Ils marchaient ensemble. Et ici, ils marchaient clairement sur leurs quatre pattes. C'est quand même extraordinaire, après avoir travaillé pendant 15 ans sur des squelettes, de voir des empreintes, des pistes de ces animaux disparus et d'imaginer maintenant qu'il y a 10 000 ans derrière moi, des mégathériums étaient en train de marcher. Là, on peut observer un mégathérium en train de s'éloigner avec sa démarche quadrupède un peu chaloupée, les membres postérieurs massifs, les pieds tournés vers l'intérieur, en train de marcher sur ses mains. Ici, nous pouvons observer le paresseux géant en train de se déplacer avec toute sa famille dans cette savane arborée. Nous savons désormais que les paresseux géants vivaient en groupe. L'avantage qu'avaient ces animaux de vivre en groupe, tout comme les grands mammifères herbivores actuellement en Afrique, est qu'ils pouvaient se défendre face aux prédateurs, dans le cas de mégathérium, le tigre à dents de sabre Smilodon.
Megatherium était un grand herbivore qui avait besoin d'une très grande quantité de végétaux. C'était non seulement un animal brouteur, mais il pouvait aussi manger des tubercules, éventuellement des fruits, mais également les feuilles des arbres présents à l'époque. Nous ne savons pas si la bipédie est un avantage, mais dans ce cas peut-être une obligation. Et ces grands herbivores avaient besoin de beaucoup de nourriture et devaient manger tout ce qu'ils rencontraient, y compris les feuilles des arbres. Lorsque l'Amérique du Nord et du Sud se rejoignent, les paresseux géants traversent alors l'isthme de Panama et colonisent l'Amérique du Nord jusqu'en Alaska. Rien ne les arrête. Pourtant, s'amorce une période de déclin. Les premiers humains qui ont rejoint les Amériques commencent à s'installer sur tout le continent. Notre espèce serait-elle responsable de la disparition des paresseux géants? De retour à Paris, François rencontre la paléontologue Karina Chichkoyan. Elle a rassemblé des indices qui pourraient nous éclairer sur les relations qu'entretenaient les premiers hommes avec ces paresseux préhistoriques. Regarde bien cet os, François. Tu vois ces entailles? Ce sont des marques de prédation sur cet avant-bras de paresseux géant. Elles ont été faites par des hommes? Oui, par des humains. Elles sont en bas de l'os. On les voit bien. Elles commencent ici et se terminent pratiquement là. Maintenant, je vais te montrer des photos que j'ai faites avec un microscope. Oui, on les voit bien. Ce sont les mêmes en plus grand. Et peut-on savoir si les humains ont chassé ces animaux ou les ont seulement consommés? Ces marques nous disent juste qu'ils les ont découpés. Ils ont utilisé la viande, mais ça pouvait venir d'une chasse autant que d'un charognage. Et tu as retrouvé beaucoup d'os avec de telles marques? Je me suis rendue dans différents musées d'Europe et d'Argentine. J'ai examiné 6500 os, mais je n'en ai trouvé que 5 avec de telles entailles. Pas plus? Non, c'est très peu. Ces entailles faites par des outils humains prouvent que les premiers hommes ont bien croisé le chemin des paresseux géants. Mais même si l'arrivée de l'homme en Amérique du Sud correspond au déclin des populations de paresseux, François ne veut pas tirer de conclusions hâtives. Il se rend en Patagonie, à l'endroit précis où ont vécu les derniers paresseux d'Amérique du Sud. Les premiers êtres humains qui sont arrivés en Amérique du Sud, il y a environ 15 000 ans, étaient des petits groupes de chasseurs-cueilleurs. Ils ont probablement chassé la mégafaune, on avait des preuves, mais par contre, il est fortement improbable que ce soit eux qui aient généré l'extinction globale. Si les hommes n'ont pas décimé les paresseux géants, alors que leur est-il arrivé? En Patagonie chilienne, la grotte du Milodon a livré les squelettes des derniers paresseux géants d'Amérique. Vieux d'à peine plus de 10 000 ans, ces ossements ont été exhumés dans un état de conservation exceptionnel. Ils appartiennent à des Milodons, des paresseux un peu plus petits que les mégathériums. Les Milodons n'étaient apparemment pas les seuls à avoir trouvé refuge dans cette immense caverne. Les chercheurs ont également exhumé des restes de carnivores et même quelques restes humains. Comment s'est passée la cohabitation entre eux? Eh bien, ce lieu était principalement une tanière de Milodon, mais il a également été utilisé par des carnivores, des panthères et tigres à dents de sabre, ce qui en fait un lieu probablement assez dangereux pour les humains. C'est pour cette raison, à mon avis, que les restes humains sont très rares en comparaison des restes de Milodon et d'autres animaux, car ce n'était pas un lieu sûr pour les hommes. Pendant des milliers d'années, l'immense cavité a été un abri pour les paresseux géants. L'archéologue Fabiana Martin veut montrer à François un endroit particulier de la grotte. L'emplacement exact où des paléontologues ont mis au jour plusieurs carcasses de Milodon. Étonnamment, celles-ci contenaient encore des griffes et même plusieurs morceaux de peau. L'analyse de ces restes a permis de reconstituer le scénario de la mort des animaux. Les os ne portaient aucune trace de prédation venant d'un groupe d'hommes ou d'un félin. Les Milodons seraient venus se réfugier dans la grotte et y seraient morts de maladie ou de mort naturelle. Ces restes sont aujourd'hui conservés au Musée d'histoire naturelle de La Plata, près de Buenos Aires. Les paresseux n'étaient pas les seuls géants de l'époque. Le musée abrite aussi des squelettes de tigres à dents de sabre, ainsi que ceux de tatous géants.
Le conservateur du musée, Marcelo Reguero, montre à François les fameux restes du Mylodon. Des morceaux de peau avec des poils encore accrochés, des excréments fossilisés, une griffe, ainsi que de la fourrure quasiment intacte. Leur état de conservation ouvre l'espoir d'en extraire des cellules suffisamment bien conservées pour pouvoir analyser l'ADN des derniers paresseux. C'est ce que tentent de faire Hendrik Poignard et Frédéric Delsuc au laboratoire de génétique de l'université McMaster au Canada. Hendrik a déjà effectué des avancées spectaculaires grâce à des restes de mammouths sibériens ou de paresseux nord-américains. Les échantillons de la grotte du Mylodon offrent une opportunité unique d'établir le régime alimentaire des derniers paresseux et d'estimer leur état de santé. Pour un fossile, on trouve généralement de l'ADN dans les os, les dents et les poils. Mais cet ADN est généralement contenu dans la structure de l'os. Donc on doit l'écraser en petits morceaux et utiliser plusieurs produits chimiques pour libérer l'ADN. Et on n'en libère que de très petites quantités. Donc c'est plus compliqué que ça en a l'air, d'autant qu'il est mélangé avec celui d'autres organismes. Mais la qualité de l'ADN des échantillons de la grotte du Mylodon est l'une des meilleures que j'ai extraites en 25 ans de carrière. La grotte est plongée dans un climat froid, sec et constant. Ce sont trois choses primordiales pour une bonne conservation de l'ADN ancien sur le long terme. On a plus de 50% des séquences qu'on a obtenues qui sont de l'ADN de Mylodon, et ce qui est un pourcentage énorme par rapport à ce qu'on a d'habitude dans ce genre d'échantillons, qui est souvent de l'ordre de quelques pourcents, voire moins de 1%. En analysant des restes d'excréments, Hendrik a établi que les derniers paresseux américains avaient un régime alimentaire très spécialisé. Ils ne consommaient qu'un nombre restreint de plantes. Cela les rendait vulnérables à la disparition de ces plantes, notamment en cas de changement climatique. Les plantes qu'on a trouvées dans leur régime sont très différentes de celles d'aujourd'hui. Elles ont changé avec le temps et n'ont pas pu fournir à la population de paresseux suffisamment de calories pour les maintenir en vie. Ces changements auraient pu modifier l'écologie d'une région entière et priver les animaux de leurs plantes préférées. Mais si les paresseux terrestres géants ont souffert de ces changements, comment ont fait les paresseux arboricoles pour survivre jusqu'à nos jours? Ces animaux ont-ils moins d'exigences alimentaires? Ou plutôt moins de besoins? François se rend en Guyane, dans un refuge qui s'occupe de paresseux. On va marcher tout doucement, François, pour pas les affouler, qu'ils soient bien détendus, on se met à leur rythme. T'as vu, il sent l'air autour, il regarde, il est bien. L'équipe recueille des paresseux qui ont été blessés ou retrouvés sur le bord d'une route. Cette espèce de paresseux n'est pas généraliste en matière de régime, bien au contraire. Il ne consomme qu'une seule variété de végétaux, les feuilles de bois canon ou Cecropia. Dans la nature, évidemment, il mange que du frais. Et dès que les feuilles commencent à être comme ça, il les mange plus. Donc tous les jours, il faut leur couper du frais. Autre preuve de l'attachement des paresseux à cet arbre, c'est toujours sur un bois canon qu'Isabelle relâche les paresseux lorsqu'elle décide de les rendre à leur vie sauvage. C'est pour toi. Ils y trouveront tout de suite un abri salutaire et leur nourriture préférée, riche en nutriments. Si les paresseux arboricoles ont survécu, c'est grâce à leur mode de vie lent et économe. Nichés à la cime des arbres, ils restent immobiles pour ne pas être vus par leurs prédateurs. Chacun de leurs mouvements est compté, et ainsi leurs besoins alimentaires sont très limités. C'est une stratégie que les paresseux géants n'ont pas pu adopter. Au laboratoire de génétique, le génome complet du Mylodon, obtenu grâce à des morceaux d'eau et de peau, est en passe d'être séquencé. En comparant les restes de plusieurs individus, les scientifiques espèrent pouvoir mesurer la diversité génétique des derniers Mylodons.
À terme, l'objectif de notre recherche est d'essayer de comprendre les causes et les conséquences de l'extinction de la mégafaune. Il y a 11 000 ans, nous avions tous ces superbes animaux qui peuplaient des régions entières d'Asie, qui vivaient en Amérique du Nord, y compris ici au Canada. Et tout à coup, il y a 10 000 ans, ils ont disparu. Pourquoi? Eh bien, pour le savoir, nous pouvons maintenant tirer parti de cette nouvelle technologie et mesurer l'évolution de leur diversité génétique. La diversité génétique des populations est extrêmement importante pour leur capacité à s'adapter à leur environnement, et donc notamment lorsque l'environnement change. Et établir le niveau de diversité génétique d'un groupe permet de mesurer ses chances de survie, la pérennité d'une espèce. Les premiers résultats tendent à montrer qu'avant de s'éteindre, les mylodons avaient une faible diversité génétique. Cela confirme donc l'idée d'un déclin lent et progressif. De moins en moins nombreux, les paresseux avaient de plus en plus de mal à trouver des partenaires, comme le prouve leur taux de consanguinité élevé. Ces gros animaux, donc les méga herbivores comme pouvait l'être le mylodon ou encore les éléphants actuels, sont de fait plus sensibles aux changements climatiques. Leur gestation peut dépasser les 20 mois et ils ne donnent naissance qu'à un petit tous les 2 ans. Imaginez, rien qu'en réduisant cette population de seulement quelques animaux, vous provoquez une réduction considérable de leur diversité génétique. Donc en fait, être gros, c'est une très bonne stratégie contre les prédateurs notamment. L'éléphant a très peu de prédateurs, mais par contre sur le long terme, c'est peut-être pas forcément une extrêmement bonne stratégie pour éviter l'extinction. Il y a 12 000 ans, ici, il y a eu un refroidissement, une avancée des glaciers. Ça a généré un changement dans la végétation, une diminution de l'alimentation disponible pour les paresseux géants, et ça a dû affecter leur survie. Face à nous, 2 des derniers mylodons d'Amérique du Sud. Ce groupe qui a quand même survécu à 30 millions d'années d'évolution sur ce continent. En tant que spécialiste des paresseux géants, je suis quelque part triste de ne pas pouvoir étudier ces animaux de leur vivant. Mais l'évolution est faite comme ça. Des groupes apparaissent, d'autres disparaissent. Les paresseux géants, après 30 millions d'années d'évolution sur ce continent, se sont éteints brutalement. Mais bon, peut-être que grâce à cette extinction et l'extinction de l'ensemble de la mégafaune, ceci a permis à nous, les êtres humains, de coloniser et de pérenniser sur ce superbe continent. Grâce à leur taille, les animaux géants ont chacun dominé leur écosystème pendant plusieurs millions d'années. Mais ils se sont révélés des colosses aux pieds d'argile. Toujours plus hauts, toujours plus grands, ce gigantisme les a finalement rendus vulnérables au changement. Cela a-t-il pu leur être fatal? Selon moi, l'inconvénient majeur d'être un géant, c'est qu'il faut beaucoup de ressources. On a besoin de beaucoup de nourriture et d'un vaste territoire, et ainsi de suite. Donc, comme cela a été prouvé à plusieurs reprises par le passé, se retrouver au sommet de la chaîne alimentaire est risqué. Et c'est difficile d'y rester très longtemps. L'une des leçons que j'ai apprises, c'est que ça ne sert à rien d'être le plus gros et le plus féroce. Si on n'arrive pas à s'adapter au changement de son milieu, on finit toujours par disparaître. En colonisant tous les continents, les premiers hommes ont croisé les derniers animaux géants de la préhistoire. Si l'extinction de la plupart d'entre eux semble intimement liée au bouleversement climatique, il est probable que l'arrivée des humains ait pu contribuer, dans certains cas, à précipiter leur disparition. Pendant des millions d'années, évoluer ou disparaître était leur seul combat. Mais aujourd'hui, nous avons changé les règles du jeu. Les changements que nous imposons aux derniers géants sont trop rapides pour qu'ils aient le temps de s'adapter.
Sommes-nous prêts à laisser s'éteindre nos derniers géants? Ces architectes et régulateurs de notre planète. Nos forêts et nos océans dépendent de ces géants pour se régénérer, maintenir leur biodiversité et un équilibre biologique. Allons-nous réussir à les préserver? Ou choisirons-nous de vivre nous aussi sur la terre des géants disparus? Le mystère des géants, c'est aussi une web-série à découvrir sur France.tv Éducation.